Bonjour. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Nguyen. Pas beaucoup de place, hein. Allez. Bonjour. Monsieur Muratiol. Ça. Bonjour. Monsieur Daniel. Quel jour on est? Merci. Monsieur, dame, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Bouras Youssef. Je suis chef de mission audit interne. Donc, comme vous pouvez le constater, pour cette mission d'audit du processus d'achat des prestations de services, je suis accompagné de 4 de mes collaborateurs que je vais laisser bien sûr se présenter par eux-mêmes. Je suis Myriam de Saint-Lucas, auditeur senior depuis 4 ans dans l'entreprise, au service d'audit interne. Je suis rentrée directement au service d'audit interne après avoir fait l'IRE d'Aix-en-Provence. Voilà, je suis Dominique Nguyen. Pareil, nous avons fait le même cursus. Je suis passée senior il y a 3 mois. Pareil, je suis au service d'audit interne. Jérémy Salva, auditeur junior. Je viens de rentrer il y a 3 mois et je sors de la Sorbonne. Stéphane Muratiol, auditeur junior également, et ça fait 3 mois aussi que je suis dans l'équipe de l'audit interne. Donc, Monsieur Daniel, je vous laisse le soin de vous présenter à mes collègues, dans la mesure où on a eu déjà l'opportunité de faire connaissance le mois dernier pour organiser entre autres notre entretien d'aujourd'hui et la mission d'audit en globalité, ainsi que la présentation de vos collègues. Oui, enchanté. Je suis directeur achat. Je sais pas si vous connaissez. C'est mon équipe. Et on fait l'achat pour le prestataire de services au sein de notre société de l'assurance. Et je vais laisser se présenter. Bonjour, Melk Adodu, ça fait 5 ans que je suis dans l'entreprise. Je suis passé par le département marketing, j'ai été responsable pendant, je suis resté 3 ans en marketing et j'ai été responsable 1 année. Et puis maintenant je suis responsable du service qualité et garant des services de nos prestations, enfin de nos prestataires externes. Moi je suis Orcal Ardelin, je suis à la comptabilité, ça fait 6 ans que je suis à la comptabilité et là j'encadre une petite équipe de comptables de 5 personnes. Et donc j'ai fait des études de comptabilité, je suis directement rentrée dans l'entreprise après mes études. Donc voilà, je suis dans l'entreprise depuis Bonjour, donc Jeanne Savino, négociatrice. Je viens d'arriver dans la société, mais j'ai une expérience déjà de 10 ans en tant que négociatrice dans une autre société d'assurance. D'accord. Et bon, après la présentation, donc comme vous le savez sûrement, donc, le département audit dépend de la direction générale. Donc notre but étant vraiment de travailler en collaboration avec le personnel des entités auditées pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions pour améliorer les processus et gagner ainsi en efficacité pour notre entreprise. Donc notre mission d'audit du processus d'achat des prestations de services entre évidemment dans ce cadre-là. Donc elle va suivre le calendrier qu'on a mis en place en collaboration avec M. Daniel, bien sûr en respectant les disponibilités de chacun d'entre vous. Donc en plus de l'entretien qu'on va avoir dans l'heure qui suit, il y aura des missions qui vont se faire sur le terrain, en plus de quelques analyses de documents de travail que j'ai pris le soin de demander à M. Daniel de mettre à notre disposition. Donc afin de mener à bien notre mission d'audit du processus d'achat, nous avons scindé le processus global en plusieurs sous-processus. Donc je vais donner la parole à ma collègue mademoiselle Nguyen qui va vous expliquer les différents sous-parties. D'accord, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu le déroulement de cette interview. Donc pour ce faire, on a scindé le processus d'achat des prestations de services en 7 étapes qui vont être analysées par chacun de nous.
La première partie étant l'expression du besoin qui sera que mademoiselle Millet de Saint-Victor va essayer de comprendre un petit peu. Ensuite, la sélection du fournisseur qui sera analysée par moi-même. La troisième partie étant la négociation et contrat, la quatrième suivi des commandes en cours, donc par M. Murassiol. Et ensuite, le contrôle et enregistrement des factures, paiement des fournisseurs par M. Salva. Et enfin, la septième partie étant l'implication du service achat dans le pilotage du groupe par le responsable de chaque direction, M. Salva. Donc, je vais laisser la parole à Mlle Millet de Saint-Victor pour comprendre un petit peu tout d'abord le fonctionnement de votre service, les objectifs au sein de ce service. Voilà, ça fait longtemps que le Pater n'a pas été appelé à venir travailler et collaborer avec le service achat. Donc, tout d'abord, nous nous posions la question sur vos objectifs de cette année. Quels objectifs vous avez fixés? En fait, on fixe les objectifs tous les années dans le annual meeting. Et cette année, notre objectif, notre groupe, c'est pour maintain the quality, la qualité de fournisseur. On ne veut pas un problème avec la qualité de fournisseur et on essaie de gérer la qualité. D'accord, c'est votre principal objectif. Donc, sur l'organisation du service, combien de personnes y a-t-il dans le service achat? Dans le service achat, presque 20%. 20 personnes. Très bien. Plus tard, nous vous demanderons si vous avez un organigramme de votre service qui pourrait nous aider à travailler. Oui. Merci. Donc, par rapport aux chiffres de votre service, quel volume représente le service achat dans l'activité de notre entreprise? Quel volume représente le service achat dans l'activité de notre entreprise? Combien de volume de demandes d'achat avez-vous par an? Oui, le service achat, c'est pas it doesn't generate revenue pour notre entreprise, mais it manages tous les achats pour l'entreprise. En effet, c'est 100% de notre volume de transactions, c'est 100%. Et justement, à combien s'élève votre volume de transactions? Le budget. Le budget. En fait, le budget, c'est fixé par service, pas pour le service achat exactement. Alors, we manage le budget pour tous les services qui demandent pour une prestation de service, par exemple. D'accord. Et cette année, combien d'euros ont été alloués aux achats? 10 millions. D'accord. Et alors, de qui proviennent, vous parlez justement des budgets des services, de qui proviennent les demandes d'achat? Quel est le service le plus demandeur d'achat? Quel est le service qui demande plus? Oui. En fait, c'est distributed equally dans tous les services. C'est pas exactement une service qui... D'accord. Aucun service ne s'est démarqué parce qu'il demandait plus d'achats ou... Dans la société d'assurance, par exemple, il n'y a pas de... C'est plus les achats de services. Oui. Alors, c'est plus notre équipe de marketing, par exemple, qui veut acheter des consultants pour le Salesforce, par exemple. Ou c'est, par exemple, notre équipe de finance qui veut acheter un consultant pour améliorer leur processus, par exemple. Ça change. D'accord. Bon, prenons par exemple, comme vous venez de dire, le besoin d'un consultant en finance et à
à échelle plus générale, comment, quand il y a un besoin dans un service, comment sont-ils détectés? Qui va lancer le processus pour demander un besoin? Ah, ok. En fait, le demandeur de l'appel d'offres, c'est toujours la direction de service. Oui. Et dans leur équipe, peut-être c'est un parti de l'équipe qui va demander pour le service, mais c'est toujours, quand tu dis, signé par le directeur de service. D'accord, donc si c'est une personne, si je comprends bien, une personne au sein du service qui a besoin d'un achat de prestation de service, elle va le formuler à son directeur? Formuler, ça veut dire? Le demander. Oui, et en fait, oui, elle va lancer et ça va être signé par le directeur pour... on a une... c'est pourvoi de signature, c'est pour 7 montants. 7 montants, c'est cette personne qui va signer pour l'appel d'offres. D'accord. Oui, tu peux. Et quand une personne du service donc, demande à son directeur de valider un achat, existe-t-il un bon de demande d'achat? Oui, en fait, il y a une demande d'appel d'offres, c'est ça qu'il va nous envoyer. D'accord. Oui. Et ça va être signé par la personne qui est autorisée à signer pour cette demande. D'accord. Et comment vous sont transmis justement, comment vous sont envoyés ces documents? C'est hard copy, je sais pas. Pas email, mais papier. Oui. Très bien. Et vous savez s'il garde un exemplaire ou si... Oui, en fait, il garde un exemplaire et une copie, c'est aussi envoyé à la comptabilité. D'accord. Donc ensuite, vous avez une demande d'appel d'offres qui vous parvient. Comment cela se passe-t-il maintenant que la demande d'offre est dans le service achat? Une fois que vous avez reçu la demande d'appel d'offres au sein du service achat, oui. Qui va la traiter? Comment se passe-t-il? Oui, je vais laisser Jean répondre. Alors, une fois que le directeur a contrôlé qu'il s'agissait bien d'une demande d'appel d'offres qui avait été validée par le responsable de service, je reçois à ce moment-là la demande et grâce à notre système d'information où se trouvent toutes les informations liées à nos fournisseurs, on va envoyer la demande à l'ensemble de notre partenariat. D'accord. De fournisseurs. Donc à partir de ce moment-là, les fournisseurs reçoivent la description détaillée des besoins du service et choisissent des candidats adaptés au profil demandé et envoient cette sélection au service demandeur directement. D'accord. Je me permets de revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que les demandes d'appel d'offres avaient été validées par le directeur du service. C'était donc ma question. Qui va déjà valider le besoin et qui va valider si ce besoin justement est nécessaire et surtout est conforme à notre éthique et notre politique d'entreprise. Donc là... Oui, en fait c'est voilà. Moi, quand j'ai reçu la demande d'appel d'offres, je le compare avec le budget pour cet service et combien de son budget c'est déjà utilisé, par exemple. Et je vais approuver cet appel d'offres et après ça va envoyer à GRI. Donc pour tous les services, vous avez un budget que vous allez valoriser. Et ça c'est décidé à le début d'année. D'accord, très bien. Donc j'imagine qu'il y a un plan de dépenses annuel pour savoir, pour ne pas dépasser ce budget. Oui, on a un plan de budget annuel
pour éviter tout excès. Après, il y a possibilité pour des projets importants ou stratégiques pour le groupe. Là, on peut faire des petits écarts. Mais c'est toujours Ajit, qui est le directeur des achats, qui prend la décision, qui appose sa signature. Voilà, il va quand même comparer avec les budgets D'accord, très bien. des différents départements. Et bon, par rapport à ces besoins, bon, qui va vérifier s'ils sont nécessaires ou pas? Parce qu'un service qui pourrait avoir un gros budget, afin de cibler uniquement des achats de prestations de services qui soient nécessaires à l'entreprise, y a-t-il, comment faites-vous pour vérifier que ces besoins soient bien nécessaires? En fait, si c'est déjà un plan dans le budget meeting, par exemple, c'est approuvé. Et sinon, je peux avoir une réunion avec le directeur de service si c'est un gros amount, un big amount. Je peux avoir un meeting et je peux décider avec lui si c'est vraiment nécessaire. D'accord. Si c'est pas déjà décidé dans le budget meeting pour l'année. D'accord. C'est tout ce qui est dépenses, achats extraordinaires. Extraordinaire. Très bien. Et par rapport aux achats autorisés, qui vont être conformes à nos principes et à la politique de l'entreprise, avez-vous des critères qui font que certains achats ne sont pas autorisés alors que d'autres le sont? En fait, si c'est un besoin de service, je ne suis pas spécialisé à savoir si c'est vraiment le besoin de service ou pas, mais si la direction de ce service est approuvée, cet appel d'offres, moi je vais juste voir si c'est dans le budget ou pas. D'accord. Vous ne vous occupez pas de la partie qui va être plus éthique, autorisation. Tous les services peuvent être, toutes les prestations de services peuvent être... Oui, mais en fait, on a une charte éthique pour notre fonction, mais si, je ne peux pas juger si le besoin est vraiment en réalité pour le service. D'accord. Oui. Donc ça, vous n'avez pas de regard sur si c'est en réalité, si c'est vraiment pour le service que ce... Si c'est déjà dans le budget, c'est facilement approuvé parce que, I mean, if it's already planned, you know, I can approve it without having to talk to the head of the direction, for example. D'accord. Je ne Donc suis pas sûr si j'ai compris. dans votre charte éthique, il y a des services qu'on ne peut pas acheter. C'est ce que je peux dire. Merci. Excusez-moi, monsieur les auditeurs, mais vous pouvez lui parler en anglais. Est-ce que ça vous dérange si, par exemple, il vous répond en anglais, par exemple, tout doit se passer en français? Non, il peut très bien répondre. Ça vous dérange pas? Merci. Et j'ai une autre question. Avant de passer une demande d'achat, faites-vous une étude sur les ressources internes de l'entreprise? Prenons un exemple, vous avez besoin d'un conseiller financier pour les finances du pôle marketing. Faites-vous appel, pensez-vous d'abord à faire appel à un interne ou un consultant? Par définition, c'est des missions ponctuelles, les prestations de services. Donc on ne va pas demander à quelqu'un qui est déjà en poste de venir pour 3 mois, 4 mois, le temps d'une mission. Donc c'est vraiment des besoins ponctuels et c'est à ce moment-là qu'on fait appel à la prestation de service. D'accord, donc si on prend toutes vos demandes d'achat de prestations de service dans la globalité, vous ne faites pas une étude des ressources internes. C'est uniquement pour les besoins ponctuels. D'accord, très bien. Et donc une fois que la demande d'appel d'offres est transmise au service, le budget a été validé,
l'achat aussi. L'achat est un achat autorisé et donc après, après la demande rentre dans le circuit du service achat. C'est là où j'interviens. Une fois que le directeur a validé la demande d'appel d'offres, je vais saisir les informations dans notre système d'information. D'accord. Et finalement, quels sont les documents que vous allez consulter dans le choix de votre fournisseur? Est-ce que vous avez des fiches techniques? Alors, on a à l'intérieur du système d'information des fiches détaillées avec exactement les caractéristiques de nos fournisseurs. Ce sont des fournisseurs avec qui on a déjà un partenariat et avec qui on a signé des accords. Et ils vont recevoir directement par mail automatique du système la description saisie dans le SI, la description de l'appel d'offres. D'accord. Et quelle est en règle globale votre politique d'achat? Quels sont les critères sur lesquels vous allez vous baser pour trouver votre fournisseur? Alors moi je viens juste d'arriver, mais c'est vrai que c'est des fournisseurs avec qui on travaille depuis très longtemps. Mais tous les fournisseurs vont recevoir notre demande grâce à l'envoi automatique. Et en fait, dans le document, il y a exactement la description de la prestation attendue. Donc, s'ils sont en mesure, grâce à leurs ressources, de nous apporter ce service, ils vont répondre à notre appel d'offres en envoyant des candidats. Et s'ils n'ont pas les compétences chez eux, ils ne répondront pas à l'appel d'offres. Et quand vous avez plusieurs fournisseurs qui répondent à ces critères, quels sont vos critères de comparaison pour finalement choisir celui que vous avez? Alors, ce n'est pas nous, au service achat, qui choisissons le candidat. Ça va être le service demandeur qui va choisir. Et est-ce que vous envoyez un questionnaire qualité en fait finalement? Et ce dont vous m'avez parlé, est-ce que c'est un questionnaire qualité? Alors non, l'enquête ensuite sur de satisfaction sur le travail qui a été fait par le candidat a lieu après. Et là, c'est le directeur qui ensuite, c'est dans le bureau du directeur qu'on a l'évaluation de tous les fournisseurs qui ont déjà travaillé chez nous. En fait, comment évaluer le fournisseur? Il y a des critères, like different criteria like price, quality, and other criteria which can be added as required. But what we try to do is have a scorecard for a supplier, How we do it is that we can give a weighting for price, then a weighting for quality, and we have a final score, which decides like which supplier is more important in terms of which supplier are we going to select finally, And so the price part of it is selected by the functional achat, and the quality part of it is selected by the service. Is decided by the service, because maybe we are not specialized enough to know what quality is provided by what supplier. So that's selected by the service which demands the service provider. Et ensuite, quand vous avez votre fournisseur, quelles sont les procédures de suivi de ce fournisseur? Alors pour les procédures de suivi, on va avoir en fait un compte rendu d'activité de la prestation de service. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le fournisseur va arriver dans l'entreprise, si par exemple il est sur une mission de 3 mois, tous les mois, on va faire un compte rendu d'activité avec ce fournisseur. Alors ce n'est pas moi directement qui vais checker tous les jours s'il fait bien son travail. C'est au service demandeur généralement on fait ça mensuellement. Mais quand même, mensuellement, quotidiennement, ils vont checker s'il a bien fait, s'il a bien rendu sa prestation de service. Et moi, mensuellement, je vais aller récupérer ce compte rendu d'activité donc qui est signé par le prestataire de service et également par le service demandeur.
Généralement, c'est le responsable du service demandeur qui va signer ce compte rendu d'activité. Je vais récupérer ce service, enfin ce compte rendu d'activité, et je vais le comparer avec le contrat qui a été signé au préalable, et pour voir si c'est bien conforme à ce qui avait été convenu dans le contrat. Et donc vous avez une fiche d'enregistrement de suivi de ce. Donc on a un compte rendu d'activité, je ne sais pas si ça vous intéresse. Oui. Nous avons donc un compte rendu d'activité qui est ici. Attendez, je vais l'étudier. Dans lequel le prestataire de service va remplir ce qu'il a fait, le nombre d'heures, et ensuite c'est validé, comme je vous ai dit, par le responsable du service demandeur. Et ensuite, cette fiche, bien sûr, moi je vais la conserver. Je vais également ensuite l'envoyer à la comptabilité, donc à ORCAL, qui c'est elle qui est en charge de faire la facture. Je remplis juste le compte rendu d'activité, je l'envoie au service compta, et après c'est elle qui s'occupe de toute la partie facturation. Après je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais moi je conserve un papier, ce compte rendu d'activité, je l'archive dans un carnex. Et au début, tu dis quelle est la personne qui va émettre ce document? Le compte rendu d'activité? Oui. Le compte rendu d'activité, on a une template. C'est le prestataire qui le produit. Oui. C'est le prestataire de service qui le produit. Nous, on lui donne une template, on lui donne le fichier, et c'est lui ensuite qui remplit le nombre d'heures qu'il a fait, par exemple, la prestation qu'il a rendue. Puisque, si je peux me permettre, le contrat qu'on a signé avec le fournisseur, c'est avec un tarif journalier. Donc ce compte rendu d'activité qui précise le nombre de jours travaillés dans le mois nous permet de pouvoir le checker avec la facture. En fait, ça fait vraiment office de validation pour que le fournisseur puisse nous produire la facture. D'accord. C'est-à-dire que le prestataire le produit, de toute façon, chez lui, c'est une obligation légale de le produire pour sa société de prestation de service, donc pour notre fournisseur. On en a un exemplaire, le fournisseur a un exemplaire, et c'est à ce moment-là que le fournisseur nous établit la facture, et nous, on garde ça en support à côté. D'ailleurs, c'est simple, si le fournisseur prestataire de service va être payé, il doit nous remplir un compte rendu d'activité. Sachant que c'est signé par le directeur du service, qui est chez nous. Maintenant, vous avez un contrat avec ce fournisseur. Qu'est-ce qui se passe en cas de non-respect? Juste une petite précision, ce n'est pas le contrat. Non, c'est pas le contrat. En fait, on va remonter sur autre chose. Là, vous avez un contrat avec ce fournisseur. Qu'est-ce qui va se passer en cas de non-respect des exigences en fait, établies lors de ce contrat? Alors, c'est moi qui suis en charge de ce genre de problème. Je suis le garant des services, entre guillemets, et le garant de la qualité des services qui sont rendus. Donc à partir du moment où le service n'est pas conforme, ou alors qu'on a un problème avec le fournisseur qui ne respecte pas ses engagements, on a une procédure de litige qui nous permet, de les poursuivre ou de mettre entre guillemets la pression sur le fournisseur pour qu'on puisse être payé, ou alors être payé si jamais il y a un problème de solvabilité du client, ou simplement de ne pas lui payer sa prestation de service si elle n'est pas conforme au contrat, tout simplement. Donc on a vraiment une procédure qui est écrite pour ce genre de problème. Et vous avez une liste des fournisseurs. Quelle est la fréquence de la mise à jour de cette liste? Alors, ce n'est pas moi qui suis en charge de mettre à jour cette liste des fournisseurs, c'est plutôt Jeanne. Par contre, moi en cas de litige, je signale à Jeanne qu'il y a problème. Ensuite, Et là, ça va rentrer dans le cadre de l'évaluation des fournisseurs où justement on les note en fonction de différents critères tels que le prix et la qualité. Et c'est la scorecard. C'est, je peux avoir la réunion avec les demandeurs de services, par exemple les directeurs de tout service qui ont demandé des appels d'offres, par exemple dans l'année.
et avec Jeanne et avec Matt, et on peut évaluer les fournisseurs de l'année dernière. Et on va update le scorecard avec la qualité et les avis des directeurs de service. Mais à quelle fréquence sont ces réunions? 2 fois dans l'année. D'accord. Et donc cette mise à jour, elle doit toujours être validée par vous? Cette mise à jour? Oui, c'est-à-dire le changement des fournisseurs, ça toujours passe par vous à la fin. Oui, moi et... Oui, enfin. Donc, qui a en droit de remettre en cause ce fournisseur? Mais ça va être le service demandeur s'il n'est pas satisfait de la prestation. Justement, au moment où il va recevoir l'enquête de satisfaction par rapport au prestataire, il va nous dire si justement il a répondu à ses besoins ou non. Oui, c'est ce dont on a parlé justement. Et est-ce qu'il vous arrive de faire des demandes d'amélioration auprès du même fournisseur? Qu'est-ce que vous entendez par demande L'amélioration, c'est-à-dire que vous d'amélioration? avez des demandes et des exigences et que vous leur faites part pour qu'ils améliorent leur service? Non, ce n'est pas en vigueur. D'accord, très bien. Donc, bienvenue à votre Alors, moi, je voudrais en savoir un peu plus sur le processus de négociation. Donc, je pense que ça s'adresse à vous. Oui. Donc, tout ce qui est, une fois que vous avez choisi votre fournisseur, donc tout le travail préparatoire qu'il y a avant la négociation, je voudrais savoir de manière un peu plus pertinente comment ça se passe. Donc déjà, pour la première question, comment fixez-vous les objectifs et avec qui les fixez-vous avant d'aller négocier avec le fournisseur au sein même de notre entreprise? Alors, donc en fait, nous avons signé un partenariat avec un ensemble de fournisseurs pour limiter justement les fournisseurs et l'envoi d'offres. Donc, c'est directement avec le directeur de service, quand il nous envoie l'appel d'offres, qu'on voit exactement ce dont il a besoin. Et à partir de ça, le fournisseur voit directement s'il a au sein de sa société les ressources compétentes ou non. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, une fois que le candidat a été sélectionné par le directeur de service, on va éventuellement renégocier les prix par rapport au suivi et à l'évaluation antérieure qu'on a eue avec ce fournisseur. Et par rapport à la mission même qui est demandée par le service lambda. Est-ce qu'il y a des objectifs précis écrits en termes de prix, par exemple, que vous allez négocier avec votre fournisseur? Vous avez une certaine marge de manœuvre, on vous donne un budget entre temps et temps, vous avez quand même des objectifs assez précis fixés, peut-être par les services ou par la alors en fait, hiérarchie. ça a été négocié avant le choix du candidat, les tarifs. On n'a pas d'objectif précis du prix, ça va être en fonction de la prestation. Maintenant, on a établi une fourchette en termes de tarifs journaliers acceptés. Donc on ne va pas prendre des consultants qui soient plus de 1 200 € jour. Ça va être la limite. Mais ça a déjà été signé dans le contrat avec le fournisseur au préalable. Et les tarifs, évidemment, dépendent des compétences demandées. Si on demande quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, forcément, on le paiera plus que si on demande quelqu'un qui a 1 ou 2 ans, un junior. Voilà. D'accord, donc vous fixez vos prix avant et vous les imposez à vos fournisseurs qu'ils acceptent ou pas. Donc, voilà, et il n'y a ensuite pas c'est vraiment de ajusté. négociation entre. C'est des profils entre en fait. vous On et leur le demande fournisseur. un profil junior. Ils savent que dans nos accords, le profil junior est dans cette grille de tarifs et dans cette tranche de tarifs. Si on leur demande un profil senior, ils savent que c'est une autre tranche de tarifs. D'accord. Et donc il n'y a pas de négociation en soi avec les fournisseurs. Non, puisqu'elles ont déjà été faites. Ça a déjà été fait au préalable. Maintenant, si
ils essayent de nous vendre un prestataire qui est junior pour une mission qui est normalement confiée à un senior, là on va peut-être réévaluer avec une grille adaptée et pas le tarif qui était prévu sur la demande d'appel d'offres. Seulement si le candidat n'est pas en phase avec ce que le service avait demandé, mais qu'il est tout de même sélectionné, là ça va faire lieu à des négociations. D'accord, donc une fois que vous êtes mis d'accord, que vous avez trouvé le fournisseur, qui s'occupe de rédiger le contrat, par quelles mains passe le contrat avant d'être envoyé au fournisseur? Donc, alors le contrat global de partenariat, il est déjà établi. Et ensuite, donc moi j'ai tous les contrats signés dans mon bureau. Et ensuite, c'est pas un contrat, ça va être le compte rendu d'activité en adéquation avec la commande qui a été faite, qui va être comparé avec la facture ensuite au niveau de la comptabilité. Et donc tout à l'heure vous parliez des problèmes qui peuvent survenir lors de prestations de services, les mesures que vous prendrez en compte. Donc est-ce qu'il existe un document avec des précautions précises pour prévenir tout type de problème, notamment, je sais pas, financier par exemple, une grille de pénalité par rapport à la prestation de service, des options de résiliation de contrat? On n'a pas une grille de pénalité. Ça va être le service juridique qui, au moment de la signature du contrat, on va avoir des clauses voilà, dans le contrat. Ça, c'est le service juridique. Je suis pas un juriste, donc je n'en sais rien. Après, s'ils ne respectent pas le contrat, c'est sûr qu'il y aura des pénalités certainement derrière. Après, je ne les connais pas. En revanche, on a un organigramme, un flowchart sur une procédure des litiges, c'est-à-dire qu'on est plus dans la gestion du problème. S'ils ne respectent pas le contrat, on sait quoi faire avec cette procédure. Voilà. Après, nous, on n'est pas suffisamment compétents pour dire il doit payer tant parce qu'il n'a pas respecté le contrat. Ça, c'est vraiment pas à nous. Nous, on fait juste remonter l'information. Est-ce que je pourrais avoir une copie? Merci. J'ai une question pour vous qui négociez avec le fournisseur. Est-ce que vous renégociez vos accords que vous avez passés? Donc, quand vous dites que vous cherchez un consultant senior et que ça va être dans quelle gamme de prix, est-ce que vous allez renégocier avec certains avec qui vous avez pu traiter Là, comme je disais à M. Murassiol, en fait, on va renégocier que si le candidat ne correspond pas aux critères de l'appel d'offres. Après, au niveau des termes du contrat, c'est tous les ans quand on se rencontre avec la qualité et la direction, après les évaluations, qu'on détermine exactement qui sont les fournisseurs. Et après cette réunion, vous avez tenté de négocier des accords qui nous seraient plus profitables. Voilà. Donc nous, on a déterminé une gamme de prix qui nous convenait, qui nous semblait raisonnable en fonction de chaque profil. Maintenant, les fournisseurs qui pensent avoir les profils que nous recherchons doivent s'adapter à cette gamme de prix-là. Et est-ce que cet accord de prix va laisser la place à des remises de la part du fournisseur, des prestations de services, ou c'est très cadré? C'est cadré si le candidat correspond. Après, si le candidat qui nous envoie ne correspond pas, mais qu'il est tout de même choisi, on va descendre dans notre grille inférieure. Mais en admettant qu'il correspond, est-ce que ça laisse la place à une réduction de la part du fournisseur, ou est-ce que quand il voit que tel type de consultant va coûter tant à la journée, est-ce que justement ça ne m'empêcherait pas de faire un geste commercial? Est-ce que ça ne bloquerait pas le fournisseur dans ses gestes commerciaux? Alors les gestes commerciaux, on va les voir annuellement en fait. Si on lui a pris par exemple beaucoup de prestataires l'an passé, lors de la réunion,
ça va être là qu'on va essayer de lui demander de faire un geste, justement. Mais entre ces périodes-là, non, il n'y a pas de... Ça se traduit surtout, ces gestes commerciaux, ça se traduit surtout en jours de gratuité, parce que donc mais ça ne change pas notre grille de tarifs journaliers, en fait. On a un tarif journalier qui est toujours le même. Après, il peut nous offrir des jours de gratuité. Mais le tarif en lui-même journalier doit correspondre à la tranche qu'on s'était fixée. Donc moi, je voulais vous parler un peu de la réception des prestations, même si ça a déjà été un peu fait. Je voulais juste savoir si vous aviez un planning concernant les livraisons, c'est-à-dire des prestations de service. Est-ce que vous avez un planning qui établit tel jour, on a telle entreprise qui vient ou... Oui, alors on a un planning, enfin, disons que c'est surtout le contrat en fait qui fait foi de planning. Après, ça va être le service, enfin, disons le contrat va nous donner un renseignement sur l'arrivée du prestataire dans l'entreprise. C'est-à-dire que tel jour, il doit être à l'entreprise et ensuite il commence à livrer son service. Donc là, c'est une bonne commande qu'on remet à la qualité. C'est moi qui réceptionne le fournisseur, le prestataire de service. Donc on a un accusé de réception, avec le bon de commande également. Et après, le planning, il est déterminé par le service X, enfin le service demandeur de la prestation de service. Et c'est lui qui va dire, bon, tel jour, vous venez chez nous, il s'arrange avec le prestataire de service. Donc il n'y a pas, par exemple, un endroit quelconque dans le service achat où vous avez un récapitulatif visible de tout le monde Écoutez, non. Ok. Néanmoins, après, sur le suivi... Après, chaque service a peut-être le sien. Après, dans le service, certainement, j'imagine quand ils signent et qu'ils remplissent le compte-rendu d'activité, ils ont intérêt à bien suivre le fournisseur et le prestataire de service, de manière à... Parce que c'est quand même leur budget, c'est leur argent. Donc c'est eux qui suivent le fournisseur, qui remplissent le compte-rendu d'activité, et s'il y a un problème, si c'est pas conforme à ce que eux ils pensaient, parce que là, ils le disent au fournisseur et il s'arrange certainement. Après, pour en revenir à la réception du fournisseur, le service qui est demandeur de la prestation de service m'envoie un mail pour me dire, bon, ce fournisseur il est bien arrivé chez moi, tel jour, c'est conforme au contrat. Et voilà. Donc, moi, je suis averti de l'arrivée du fournisseur. Et si jamais on n'a pas de nouvelles, du fournisseur, une semaine avant son arrivée en entreprise, ou même le jour où il devrait arriver, dans ce cas-là, moi je relance le fournisseur pour lui demander ce qu'il fait, où il est et quand est-ce qu'il compte venir. Ok. Ensuite, au niveau de la comptabilité, donc avant de réceptionner les factures, est-ce que vous avez récolté les bons et les comptes rendus d'activité, c'est ça? Exactement. On transmet donc les comptes rendus d'activité et les bons de commande. D'accord, ok. Et une fois que la facture arrive, qui les contrôle? C'est moi. C'est moi, oui. C'est moi qui reçois la facture directement, puisque je suis responsable de la compta fournisseur, donc ça arrive directement chez moi. Donc je fais le contrôle des 3 documents. Je vérifie que c'est bien conforme aux bons de commande. Souvent il y a des écarts, puisque souvent les prestataires ont fait des heures supplémentaires, des heures en moins, ça arrive, etc. Mais tant que ça ne dépasse pas une certaine différence, tant que c'est pas très conséquent, je vais juste checker avec le responsable des achats. Je vais lui expliquer, voilà, on a 10% d'écart, est-ce que ça va ou non. Si c'est vraiment des gros écarts par rapport au bon de commande, s'il a vraiment fait énormément d'heures supplémentaires, etc., à ce moment-là, je vais aller voir monsieur Adil Daniel et on va certainement avoir des réunions. Mais la plupart du temps, comme je vous disais, c'est des écarts légers. Moi, la facture, à partir du moment où elle correspond avec le bon de commande et surtout au compte rendu d'activité, qui est donc un compte rendu qui a été signé en plus par la direction demandeur de cette prestation de service, à partir du moment où ça a été validé et que la facture correspond. Alors par contre, je ne tolère aucun écart entre le compte rendu d'activité et la facture. Ça par contre, il faut qu'il n'y ait aucun écart. Donc, en gros, pour résumer, votre bon de commande, c'est la preuve qu'il y a eu une demande d'achat, et le compte rendu d'activité, c'est ce qui fait foi par rapport à la facture au niveau comparaison. D'accord. Ok. Et donc, quand... savoir qu'il y a un doublon, je vais faire un rapprochement entre le compte rendu d'activité et le contrat signé.
je vais apposer ma signature également. Je le transmets à la comptabilité et c'est rechecké une deuxième fois par Orcaen. D'accord. Ok. Au niveau du paiement, c'est qui a la signature du paiement, la signature finale? Alors, donc on a des listes de personnes habilitées à signer les chèques. Donc il y a le responsable de la comptabilité, donc ma responsable au service compta, le directeur financier, et bon après on a des délégations selon s'il y a des absences. Moi je ne suis pas habilitée à signer les chèques. Je ne fais que voilà, approuver le paiement, dire bon pour le paiement, en gros j'ai un temps pour que j'appose sur la facture, etc. Je fais mes saisies comptables d'enregistrement de facture. Et dès que la date de paiement est arrivée, donc généralement on a 45 jours pour régler les fournisseurs. À ce moment-là, de toute façon, on a un planning, on a un suivi des délais de paiement et des dates de paiement qui arrivent au jour le jour. Et donc ce chèque est signé par ma responsable ou ses supérieurs. D'accord. Et est-ce qu'il existe des barèmes avec une signature, par exemple, par Monsieur Daniel, si le montant dépasse un certain plafond ou pas? Alors par Monsieur Daniel, je ne crois pas qu'il Ou par exemple, ou un responsable... Oui, après c'est le directeur financier. D'accord. Voilà, c'est le directeur dès que ça dépasse un certain montant. D'accord. Et pour les montants qui dépasseraient ceux de votre charte éthique, avec le montant maximum, déjà il y a le type de montant qui dépasse, et dans ce cas-là, qui aurait le pouvoir de signature? C'est pas dans la charte éthique. C'est dans... Oui, mais par rapport au montant de votre... vous parliez plus d'un consultant, plus de 1200 € par jour, par personne. Si jamais il venait... c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible que ça dépasse. Puisque à partir du moment où on a signé le contrat, c'est que ça respecte notre charte éthique. D'accord. Donc il n'y a aucun achat exceptionnel. Non, puisque... Non. Donc nous n'avons pas de besoin de pouvoir de signature exceptionnelle, justement. Non, puisque tant que ça respecte tant que le contrat est signé, c'est que notre charte éthique est respectée. Et si notre charte éthique est pas respectée, on ne signe pas de contrat. Donc... je voulais vous demander aussi, est-ce que les conditions de paiement du fournisseur sont connues par tous les acteurs? Est-ce que vous connaissez tous les conditions de paiement d'un fournisseur donné? Conditions de paiement? Alors, c'est-à-dire, est-ce que déjà vous savez quand est-ce que c'est payé et par exemple les dates de paiement pour chaque fournisseur? Est-ce que vous savez par exemple si c'est 60 jours fin de mois ou est-ce que Là, ça va se voir au niveau du système d'information sur la fiche fournisseur. Il va y avoir ces caractéristiques. Bon, tout le monde y a accès. Après, chacun y va en fonction du besoin de l'activité. Mais ça va être plus au niveau de la comptabilité qui vont consulter ces délais pour justement faire le paiement au jour convenu. D'accord, donc c'est les fournisseurs qui vous imposent les délais de paiement. C'est négocié au moment des accords. Voilà. Au moment de la signature du contrat, ils nous donnent leurs conditions que nous ensuite on remplit dans le système d'information. Sachant qu'en plus c'est des conditions qui généralement sont en accord avec les accords qu'on signe annuellement avec eux. Tout à fait. D'accord, mais c'est pas, disons qu'il y en a une par fournisseur. Enfin, il y a une procédure. Oui, ça dépend, c'est pas tous les fournisseurs ne sont pas sur. Et donc une fois la facture enregistrée, est-ce que vous avez des contrôles au niveau des comptes fournisseurs afin de vérifier les soldes mensuellement? Oui, ça oui. On travaille donc, au niveau de la comptabilité. Déjà, dès qu'il y a un litige de paiement, ça part au service litige de la comptabilité, donc ça c'est eux qui gèrent directement. Mais quand le paiement est régulier, on a notre clôture bien sûr, mais on fait également des points mensuellement sur les soldes de nos fournisseurs pour voir s'il y a... ça rentre dans le processus de comptabilité générale. D'accord. Et donc, la facture, une fois qu'elle est payée, elle est validée, elle est payée, comment elle est référencée et où est-ce qu'elle est stockée? Donc elle est triée par fournisseur, puisque comme c'est des fournisseurs avec qui on travaille régulièrement, on facture vraiment par fournisseur. On les conserve dans nos... Alors, jusqu'à... un an en arrière, on les conserve dans nos locaux, avec nous. Et pour les 3 ans qui suivent derrière, on a un local d'archives sous-sol. Pour l'année en cours, et ça reste dans l'étage.
D'accord. On n'avait pas, à ce niveau-là, on n'a pas un projet de numérisation. On a un projet de numérisation, ouais, des factures factures. également, de D'accord. manière à pouvoir les consulter plus facilement en cas de besoin. D'accord. Et est-ce qu'il y a des annotations faites sur la facture au moment où elle est Moi, saisie? oui, moi, il y a une annotation que je fais, pas au moment de la saisie, mais déjà au moment du contrôle avec le contrôle des activités pour impayer. Et au moment de la saisie, en fait, au moment de la saisie comptable de la facture et du règlement, en fait, et de l'envoi du règlement et de la saisie du règlement comptable, j'ai également, je note les dates, etc. Mais ça, c'est à la main. Ouais. Ok. Oui, et juste est-ce que donc vous faites sur les rapprochements bancaires, vous les rapprochez avec les factures et est-ce que les numéros de facture apparaissent bien sur les comptes fournisseurs pour que ça facilite les rapprochements? Sur le compte fournisseur, quand je saisis mes données comptables, il y a forcément le numéro de facture qui apparaît. D'accord, oui. Et donc c'est bien rapproché avec le compte banque par rapport au Après, le rapprochement bancaire, sur les libellés de mon relevé bancaire, j'ai pas forcément le numéro de facture, parce que, voilà. Mais oui, le rapprochement est fait. D'accord. Ok. Donc, Monsieur Daniel, je vais revenir vers vous. Donc, je voulais savoir si vous participez à l'élaboration de la stratégie en matière d'achat. Oui, en fait, comme je vous ai dit, dans le annual meeting, on décide le budget pour tous les services, par exemple. Et un partie de budget, c'est pour acheter des prestataires de services, par exemple. D'accord. Et oui, oui, je suis présent dans le training. Vous me dites si vous ne comprenez pas quelques questions, je peux les reformuler ou les traduire en anglais, ça m'intéresse. Donc, je voulais savoir votre degré d'implication dans le choix de la stratégie. Degré de application. Yeah. What's the level of your application in the global strategy, purchase strategy? Je peux prendre en anglais? Yeah. Okay. So the budget is set by the top management, Okay. along with the head of each service, le directeur de service. And do you have your word to say? I have. I can give them an opinion on what I expect the price, the budget regarding such purchases to be, but not completely related to the budget of the service. Okay. And what's the different factor that you take in account in building your purchase strategy or advising the top management? So the direction in which we are going right now is to maintain the quality of our suppliers. So before we used to have just one meeting per year to evaluate the suppliers, and now we have 2 meetings, and we are trying to constantly monitor it this way. But yeah, so I give my input on what the quality was like regarding each service, because I can track it easily, and this helps them to decide on the budget and on which suppliers to choose. Okay. You told us about the quality and about the cost. Did you take it in consideration or not? Yeah, like I told you, we have this scorecard. So price is one of the factors in the scorecard, and this is also taken into consideration. And do you participate with the annual purchase budget? Do you mean the budget for my function? Exactly. Yeah, obviously that's decided along with me and top management, but that's not, I would say that's not a really big part of the company's budget, because I have a team of 20 people, which is really small compared to, say, the marketing function or the sales function, which has a huge sales force. So my budget is not significant. I mean, in terms of managing my team of 20 people, it's not really that important for the company, but yes, I do decide it along with top management. And with you, who are the main actors responsible for building the purchase? So for each services budget, it's the CEO of the company with the head of the function and
the planning team, for example. So they have a vision of where they want to, so say we want to grow this year, so we give a larger budget to the marketing team or the sales team, for example. So it's decided that way by the head of each function along with top management. Okay. And what is the main factor do you take in consideration while you get your purchase budget in your department? For me, it's the volume of transactions that we are experiencing. Okay, so if I feel that we need more people on my payroll to support such a volume of transactions, for example, if I need one more person to support Jian to negotiate with the suppliers, okay. If the volume of business is high, is projected to be high next year, then I will discuss it along with the management and make a final decision there. Okay. And how you judge the implication of your department in the global strategy of our company? Yeah, I think it's a really important part of our company, because while we do purchase, while we do have contracts with service providers, they are also operating under our brand name, so it's important for our reputation. Okay. Our ethics have to be maintained to our clients at the end of the day, and that's really why we are trying to focus on quality for our suppliers. Yeah. And what kind of improvement you think you can do in terms of purchase policy? In terms of purchasing policy? In terms of monitoring our suppliers, like more frequently, that is something we can improve in the future. Thank you, Mr. Daniel. J'ai juste quelques points à revalider avec M. Cadebu et Mlle Savino. Bon, il y aura peut-être des questions qui ont été déjà posées, c'est juste pour pouvoir les valider. Donc, pour M. Cadebu, je voulais savoir comment vous gérez les achats d'urgence. Les achats d'urgence? Ouais. Bah, comment on gère les achats d'urgence? Écoutez, on suit la procédure normale, à savoir que les achats d'urgence, ça va plus être déjà, on passe toujours par une phase de négociation. Après, c'est sûr qu'elle vous en parlera mieux que moi, je pense. Alors c'est vrai que bon, c'est rare qu'il y ait des achats d'urgence. Depuis que je suis là, à savoir il y a un mois, il n'y en a pas eu. Mais c'est vrai qu'on suit la procédure habituelle en essayant d'accélérer un petit peu le mouvement. D'accord, donc vous restez sur la même procédure? Oui, tout à fait, la procédure d'appel. Voilà. Okay. Mais tout en faisant dans la qualité. Bien sûr. Vous arrivez à faire signer tous les accords par les personnes Oui, donc ensuite, au niveau, comme les contrats sont signés au préalable, ça va être surtout au niveau du service qui vont devoir choisir plus rapidement les candidats qu'en temps normal, puisque la date de début de la mission sera plus proche, donc forcément, c'est dans leur intérêt d'aller plus vite dans le service pour le demandeur. Sinon, M. Cadebu, est-ce que vous êtes le seul interlocuteur avec les fournisseurs? Est-ce que d'autres personnes du département peuvent prendre contact avec les fournisseurs? Vous parlez au département suivi qualité ou d'autres départements autres que le département achat? Non, je parle de votre département. Ah, dans mon département, oui, bien sûr. Bien sûr. Après, ça remonte à moi. On a quand même un volume assez important. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir 15, 20, parfois 30 fournisseurs, prestataires de services à suivre en même temps. Même si c'est mensuellement, c'est quand même du travail. Donc bien sûr, je délègue. Après, ça me remonte. C'est-à-dire que c'est moi qui vais comparer les comptes rendus d'activité mensuellement et qui va poser ma signature derrière. Et vous déléguez à combien de personnes? Écoutez, j'ai une équipe de 5 personnes, dont l'assistante. Donc il y a 3 personnes à qui je vais déléguer ce travail.
D'accord. Donc si j'ai bien compris, quand vous déléguez, ces 5 personnes doivent vous informer ou... Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun compte-rendu d'activité qui est envoyé à la comptabilité sans passer par moi. D'accord. Et enfin, mademoiselle Savino, on a parlé tout à l'heure des outils de mesure de la performance. Vous avez parlé d'une enquête de satisfaction. Est-ce qu'éventuellement, il y a d'autres outils aussi qui rentrent en considération et qui sont importants? Au niveau de la performance... Performance, oui, en matière d'achat. Là, nous, on se base de façon exhaustive sur est-ce que le directeur a été satisfait ou non de la prestation, et aussi au niveau des accords qui sont signés tous les ans, est-ce que le fournisseur cadre avec nos attentes. Non, mais ça c'est plutôt donc, les performances en termes de coût et en termes de qualité. En termes de qualité, ça va être le directeur de service qui va juger de la prestation du consultant. En se basant sur quel type d'éléments? Sur le contenu de la mission, est-ce qu'il a répondu aux besoins ou non. Ça va être aussi sur la nature des documents qu'il a créés, sur sa ponctualité, sur ses savoir-faire et ses savoir-être en général. J'ai un petit point à rajouter sur cette question. On suit donc la prestation de service, la qualité du service rendu par nos fournisseurs, mais on envoie également un questionnaire à nos fournisseurs pour avoir un feedback sur le ressenti, travailler avec nous, est-ce que ça a été agréable, est-ce que il faut aussi se poser les questions côté fournisseur. D'accord. Travailler avec nous. Et ça c'est plus pour la partie relation, négociation avec le service achat ou l'accueil dans les services? C'est un tout. C'est un tout. Comment ils ont perçu le travail avec notre compagnie. Mais au niveau du suivi ensuite de la qualité du fournisseur, ça va être au niveau de la comparaison ensuite entre compte rendu d'activité, bon de commande, est-ce qu'il y a souvent des écarts? Ça, c'est le garant des services qui va on a déjà une idée, rien qu'avec le compte rendu d'activité, on a déjà une idée de la qualité rendue. Parfait. Écoutez, donc, je voulais vous remercier au nom de toute mon équipe pour votre coopération. Bien sûr, on va prendre vos coordonnées pour qu'on puisse éventuellement reprendre contact avec vous au cas où il y a des points à revalider. Donc, je voulais vous remercier aussi, Monsieur Daniel, pour votre coopération durant les quelques jours qui ont précédé cet entretien, pour organiser un peu l'entretien, pour avoir accès aux documents. Donc, on reste bien sûr en contact. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la mission, éventuellement pour préparer la réunion, notre prochaine réunion. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci à vous.